Alors merci à tous d'être aussi nombreux pour cette deuxième masterclass de l'après-midi qui s'intitule « Faire switcher son modèle ». Alors moi je suis Alice de Ticket for Change et j'animerai la masterclass pendant 1 heure. Vous allez voir que si c'est la première masterclass à laquelle vous assistez, en fait ça va se passer en 2 parties. La première partie inspiration. On va avoir des super partages et retours d'expérience et d'apprentissage de nos intervenantes. Et la deuxième partie, ce sera plus une phase d'intelligence collective. On va vous demander, vous, de réfléchir de manière individuelle et collective sur les petits pas que vous pouvez mettre en place dans vos structures respectives et qu'est-ce que ça fait émerger chez vous. Donc avant de commencer, je voulais vous présenter les intervenantes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc tout d'abord, on a Anna Lefauder qui nous vient de la Convention des entreprises pour le climat et qui accompagne au quotidien des dirigeants à transformer les modèles économiques de leurs entreprises. On a aussi Mathilde Dury qui est directrice du groupe Norcis, une ESN engagée, indépendante et bicorp de plus de 600 collaborateurs. Et qui nous parlera de comment le modèle a été transformé. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Karen Lemasson, donc directrice RSE et Open Innovation du laboratoire pharmaceutique Expanscience, qui est un laboratoire pharmaceutique français et indépendant familial, dont la marque la plus connue est Mustela. Donc vous connaissez peut-être sans doute mieux sous ce nom-là. Et avant de commencer, je vais laisser Anna nous introduire la thématique de cette masterclass. Merci Alice. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Donc la thématique c'est Avoid, Shift, Improve, donc éviter, changer, améliorer. Donc en fait, comment ce modèle s'applique à l'entreprise, comment l'entreprise peut changer aussi son modèle économique. Donc moi, je vais brièvement vous parler d'une expérimentation. Donc avec la Convention des entreprises pour le climat, nous avons décidé de faire réfléchir 150 dirigeants sur leur modèle économique. Donc le choix en fait qui a été porté, c'est effectivement aujourd'hui la conscience qu'une stratégie RSE, ça n'est pas suffisant, qu'il va falloir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur en termes de transformation. Aujourd'hui, sur le sujet de la sobriété, on entend beaucoup parler de sobriété énergétique, de transition énergétique. Et là, ce qu'on a fait au sein de la CEC, c'est vraiment d'aller au-delà. Donc comment en fait se questionner sur un modèle à soutenabilité forte. Et donc du coup, ce que nous avons mis en place, en fait, c'est un projet d'exploration de son modèle économique pour l'appréhender, comment le transformer de façon radicale. Donc en fait, il y a 2 aspects, parce que ce qu'on a souhaité, c'est mettre en œuvre et faire réfléchir les entreprises sur une trajectoire à visée régénérative. Donc vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est en fait, on a mis les entreprises en situation de réfléchir à la pérennité de leur modèle. Si on se projette en 2030, 2040, 2050, est-ce qu'aujourd'hui mon modèle économique est éco-compatible, voire éco-incompatible par rapport aux changements à venir, notamment en fait sur le sujet de la sobriété, comment avoir un modèle, une activité qui est basse intensité matière, basse intensité énergie, et aussi qui prend effectivement soin des écosystèmes. Donc notre philosophie, donc c'est vraiment un changement culturel, c'est on arrête avec la réduction et on passe, en tout cas de faire moins mal, on passe dans une logique de prendre soin, donc de prendre soin des écosystèmes, des territoires, aussi effectivement des collaborateurs, des communautés humaines avec lesquelles on interfère. Et donc c'est du coup pour chaque entreprise réfléchir aussi à ses interdépendances au sein de son écosystème géographique, interdépendance aussi avec une pluralité d'acteurs. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 entreprises différentes. Une entreprise dans le service, avec Norcis, une entreprise qui produit des biens, qui est effectivement un processus industriel,
et on va avoir effectivement avec des chaînes de valeur des impacts qui vont être extrêmement différents. Donc il va y avoir un partage justement pour chacune des entreprises là-dessus. En tout cas, comment avoir un modèle économique sobre et désirable, c'est qu'en fait, il y a deux aspects. Le premier, c'est comment effectivement travailler sur son empreinte, comment avoir une empreinte incompressible sur le point énergie et aussi matière, et comment aussi avoir un deuxième pendant, c'est-à-dire créer des impacts nets positifs à la fois pour les écosystèmes, donc je disais pour les communautés, et donc du coup avoir une visée régénérative. Donc c'était vraiment, on a mis les entreprises à travailler sur ces deux aspects. Et du coup, ça veut dire aussi travailler effectivement sur le sujet, une des entreprises le partagera, sur à quoi je dois renoncer, qu'est-ce que je dois créer de nouveau. Donc effectivement, c'est qu'est-ce que je dois enclencher de nouveau aussi, dès demain, très rapidement, pour me préparer effectivement à ces évolutions. Et aussi effectivement, qu'est-ce que j'ai déjà qui est compatible, éco-compatible, et que je peux effectivement transformer en ayant quelque chose une activité qui est aussi beaucoup plus connectée avec le vivant. Donc à la fois sur mes processus, mes pratiques en termes de production, aussi, donc on verra pour le service comment j'influence, en tout cas quelles sont mes offres. Et donc le gros sujet, c'est effectivement de questionner la création de valeur. Jusqu'à présent, les business models, c'est on crée de la valeur pour ses clients, et là, c'est être dans une approche élargie en termes d'écosystème, parce qu'une entreprise ne pourra pas se transformer seule, elle va se transformer aussi dans un écosystème beaucoup plus large. Donc c'est comment, du coup, je crée un écosystème et des parties prenantes beaucoup plus élargies, et je crée de la valeur pour aussi chacune de ces parties prenantes, et donc parmi lesquelles aussi les écosystèmes, donc le vivant, la nature. Je rappelle qu'effectivement, on a dépassé 6 limites planétaires sur les 9, donc la logique, c'est effectivement venir prendre soin du système Terre, et donc de régénérer aussi les écosystèmes. Donc je donne ensuite la parole. Merci beaucoup Anna. Comme tu l'as dit, avoir un modèle plus juste et plus durable, ça suppose d'anticiper les changements de demain. C'est ce que vous faites dans vos structures respectives. Est-ce que vous pouvez nous partager les apprentissages que vous tirez d'anticiper ces changements justement? Il y a pas de... Bonjour à tous. Alors, premier apprentissage que j'avais envie de partager avec vous, issu de mon expérience à Norcis, et face aux défis qui nous attendent, c'est notre réflexion et nos trois constats. Le premier constat, c'est que ça chauffe pour les entreprises. Et ça, je pense que ça s'est encore accéléré cet été. Deuxième constat, c'est qu'en 20 ans de RSE, il y a eu plein de belles petites choses, mais ce n'est pas suffisant au regard des nouveaux défis. Donc, à Norcis, il nous a paru clair de réfléchir à un modèle plus engagé, voire militant. Et le troisième constat, c'est qui sont les mieux placés pour agir plus vite qu'un gouvernement, plus vite que des structures avec des cycles des décisions plus longs. Et donc, ce sont les dirigeants indépendants qui sont les plus à même d'agir vite. Et donc, l'enseignement, c'est la création en fait, d'un nouveau modèle économique où on gagne de l'argent, inspiré de la nature, inspiré d'un modèle qui existe depuis longtemps qui s'appelle la permaculture. Et donc on a créé un nouveau modèle de développement qui s'appelle la perma-entreprise, qui repose sur 3 principes éthiques qu'on retrouve dans la RSE. Premier principe éthique, prendre soin des humains, préserver la planète et sa biodiversité, deuxième principe éthique. Et le troisième, à notre sens le plus important, c'est se fixer des limites et redistribuer les surplus. Et de ce modèle, on en a décliné une méthode et des indicateurs de mesure pour se challenger, pour que chacun fasse son chemin. Et on a donc sorti un livre qui est disponible dans la librairie ou sur Internet, si vous le souhaitez. Donc le premier apprentissage, c'est transformer son modèle, c'est s'inspirer d'une méthodologie. Il en existe plein, il existe d'autres certifications, Bicorp, ISO 26000, mais voilà. C'est d'abord commencer par des référentiels qui existent et qui sont parfois clés en main, et on peut démarrer seul. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Alors la première question, c'est le constat. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper cette transition? Alors effectivement, je pense que je suis d'accord avec toi, ça fait 15-20 ans qu'on fait beaucoup de RSE. On essaie de diminuer les impacts et c'est déjà hyper dur. Mais finalement, on voit que la tempête, elle arrive très vite et que finalement, il faut changer de braquet et accélérer cette transition. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est super facile à dire. Quand on est une entreprise, Expansiance, c'est une vieille dame, je parle d'Expansiance là, de 70 ans, ça switch pas comme ça. Et donc tu parlais tout à l'heure de réduire, qu'est-ce que je dois réduire dans mon offre, à quoi je dois renoncer pour rester dans les limites planétaires, aller vers des offres vertueuses, pas qui font moins mal, ce qui est déjà super bien, mais vertueuses, me poser ces questions-là. Donc comment je peux réduire? Comment je peux renoncer? Donc corriger mes impacts, renoncer, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas soutenables, et réinventer d'autres créations de valeur. Valeur, hein, je n'ai pas dit volume. Et ça, c'est cette articulation-là qu'il faut qu'on fasse. Et c'est pas simple. Et donc, pour le faire, un des constats, un des apprentissages, c'est d'embarquer vos coéquipiers, vos collaborateurs, parce que moi, je ne vais pas le faire toute seule. Par expérience, switcher une entreprise qui existe déjà ou même qui est en train de se créer, ça se fait avec toutes les équipes. C'est un projet d'entreprise, c'est un projet qui doit faire rêver, pas que peur. C'est trouver une mission. Alors nous sommes ces deux entreprises, des entreprises à mission, des entreprises Bicorp. On s'est donné 10, 20 ans pour faire effectivement moins mal, diminuer nos impacts, mais aussi pour être contributeur, pour être une entreprise régénératrice. Ça, c'est des grands mots. 20 ans, parce que finalement, c'est assez rapide, 20 ans, et ça commence maintenant. Et donc, pour faire ça, vous ne le faites pas sans les gens. Donc là, le premier apprentissage, c'est d'embarquer un maximum de collaborateurs, mais de les rendre acteurs. La sensibilisation, on le sait tous, c'est nécessaire, c'est le premier petit caillou, mais il n'est pas suffisant. Vous savez tous que fumer, c'est pas bon, pourtant, on peut continuer à fumer. Donc prendre conscience, c'est un début, mais ça n'est pas suffisant. Donc par exemple, on a co-construit notre programme Impact sur ces 10-20 ans pour devenir régénérateur, TIRF, avec des collaborateurs volontaires dans le monde entier. Donc là, c'est très concret. Le comité de direction a dit on veut aller sur la Lune, on veut régénérer dans 20 ans. Voilà, comment on s'y prend? Et c'est des gens qui ont levé la main, qu'on a accompagnés, la RSE, mais en faisant un pas de côté, en les laissant s'approprier le sujet, en les nourrissant, en les formant. Et ça a duré 9 mois, pendant le Covid d'ailleurs, pour prendre ce programme très détaillé sur 20 ans. Ça, c'est le premier point, c'est impliquer les gens qui vont porter le programme. Deuxième point, c'est pas suffisant. Je peux avoir un beau menu, mais c'est pas pour ça que j'ai les ingrédients, que je sais comment faire. Et c'est là où, par exemple, cette année, on va former tous nos collaborateurs dans le monde à la fresque du climat, mais c'est un enjeu planétaire. L'année prochaine sera la biodiversité. Mais ça suffit pas, comme je vous l'ai dit. Donc il y a tout un programme d'empowerment pour que, dans un an, et on fait le pari, vous pourrez tester, appeler des gens de chez Expansion, ce Mustela, dire, toi, quel que soit ton métier, au Mexique, en France, aux achats, à la DRH, quelle est ta part? Quelle est ta petite part dans ce programme-là? Comment toi, tu peux contribuer pour faire progresser et switcher l'entreprise? Et donc ça, c'est ce programme d'intelligence collective, avec des vraies propositions des collaborateurs sur le terrain pour déployer ça. Voilà, donc le premier enseignement, c'est impliquer et rendre les collaborateurs acteurs, libérer les énergies, parce qu'on ne sait vraiment pas vers où on va finalement. Donc il faut construire un bateau qui soit assez agile, je n'aime pas le mot, mais qui sache s'adapter. Donc il faut libérer des petites équipes qui peuvent proposer des choses. Voilà. Juste, je rebondis sur ce que vient de dire Karen. Karen qui a fait aussi partie de cette aventure Convention des entreprises pour le climat. Juste pour exprimer en fait ce qui s'est produit au sein de ce collectif, le fait de les amener justement à réfléchir à la transformation de leur modèle économique, notamment à visée régénérative, on a créé en fait aussi un futur désirable, parce qu'on parle de changement de modèle, de sobriété.
Il faut aussi en fait que ce futur soit désirable et donne du sens. Et donc on a finalement créé quelque chose de très moteur, avec effectivement aussi des entreprises qui ont même dit que grâce à ce qu'on leur a apporté, il y avait un supplément d'âme, et dans leur façon aussi de vouloir changer leur modèle. Donc embarquer aussi ses collaborateurs sur aussi bien même les piliers éthiques, parce que nous on s'est inspiré aussi des 3 piliers éthiques de la permaculture. Donc inspirer et embarquer ses collaborateurs sur ces valeurs extrêmement fortes, c'est aussi en fait créer un mouvement très désirable. Et donc ces 2 entreprises pourront partager, mais ça a vraiment aussi suscité de l'engouement et j'irais presque, en tout cas, quelque chose de beaucoup, qui entraîne et génère beaucoup de joie. Merci Anna. Moi j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as partagé, Karen, c'est la notion de renoncement. Il me semble, Mathilde, que c'est ce que tu nous avais aussi partagé lors du brief, que renoncer c'était aussi important pour switcher de modèle. C'était le 2e apprentissage. Ouais. Oui. Est-ce que tu veux... Alors, la première étape pour être en chemin sur la perma-entreprise, c'est de réfléchir à l'ikigai, à son ikigai perso et après à son ikigai entreprise. Ikigai, c'est répondre à 4 questions: ce dont le monde a besoin, ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire et ce pourquoi j'ai envie d'être payé. Et dans le cadre de l'émergence de la raison d'être de Nord6, du coup du statut de société à mission, on a créé un organe de gouvernance qu'on a appelé le Conseil d'éthique, qui peut être saisi par tous nos collaborateurs sur des problématiques éthiques professionnelles à Nord6. Et c'est vrai que j'ai été face à quoi, en tant que dirigeante, je suis prête à renoncer. Et c'est pour ça que quand on m'a demandé de dire quels sont les apprentissages du switch de mon modèle, c'est vraiment ce renoncement qui m'est apparu. Parce que ça veut dire que des collaborateurs ont saisi le conseil d'éthique en disant est-ce bien raisonnable de travailler pour tel client qui est loin d'être en chemin, sans être dans le jugement, parce que c'est important d'accompagner aussi des gens qui sont peut-être pas aussi avancés que nous dans la réflexion, donc il n'y a pas de jugement, mais voilà, on a été confrontés à ça et on a dû se séparer d'un client. Alors dans le temps, pas one shot parce qu'on a une éthique, mais voilà. Donc c'est vrai que switcher son modèle, c'est aussi s'interroger avec ses collaborateurs en tant que dirigeant à ce à quoi on est prêt à renoncer. J'ai assisté ce matin de loin à quelques grands débats et tables rondes, et c'est vrai que l'entreprise Amazon a été citée régulièrement. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur cette entreprise, mais au nom de l'entreprise, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre des entreprises qui ne sont pas en chemin ou qui ne font pas suffisamment. Voilà. Et donc, le temps est court, donc je ne peux pas développer comme je souhaiterais, mais voilà, dans le modèle PERMA, avec des indicateurs et des objectifs d'impact forts, on est vraiment sur quelque chose de plus militant. On est sur un contrôle des rémunérations entre la rémunération la plus faible et la plus grande. Sachez que ce modèle, on l'a adopté depuis 2019. Donc voilà, je commence à avoir un petit recul là-dessus. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on se pose la question tout à l'heure de qui, à titre individuel, à quoi je suis prêt à renoncer, à certains clients, à une certaine rémunération, à certains partenaires, fournisseurs. Voilà, c'était mon deuxième apprentissage que j'avais envie de partager avec vous. Merci Mathilde. Karen, est-ce que tu veux nous partager ton deuxième apprentissage ? Alors, le deuxième apprentissage après l'interne, sur le comment, c'est plutôt l'externe à l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est une entreprise à mission, on a une mission qui est définie, partagée avec les collaborateurs, qui est pour moi une colonne vertébrale, qui est un peu notre guide de est-ce que ce qu'on fait est juste, est-ce que ça contribue à notre mission, est-ce que c'est inscrit dans des limites planétaires, enfin tout ce que tu as expliqué Anna. Donc la mission c'est important, c'est un peu une boussole finalement.
Et puis, comme ce n'est pas auto-centré, une mission, elle doit contribuer à réparer, à être contributrice socialement d'un problème ou d'amener du plus. Elle est partagée avec plein de gens en externe de l'entreprise. Et pour moi, le second apprentissage, et ce à quoi je crois énormément, c'est la coopération. Je suis en charge de l'Open Innovation, mais au-delà de ça, c'était vraiment dans ce sens-là, l'Open Innovation. La coopération, voire la coopétition. Alors, on entend beaucoup ce mot-là en ce moment, parce que je suis convaincue tout seul, moi, je ne vais pas changer le secteur cosmétique. Peut-être qu'il n'y aura plus de cosmétique demain, c'est un autre sujet, en parlant de transformation. Mais pour le moins, je ne peux pas transformer le secteur toute seule. J'y arriverai jamais. Et puis, beaucoup, même des gros acteurs de la cosmétique, tout seuls n'y arriveront jamais. Donc, nos concurrents aujourd'hui, on est tous d'accord, ce n'est pas tel ou tel acteur des produits cosmétiques ou pharmaceutiques. C'est le réchauffement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et sans ça, de toute façon, on ne sera plus concurrent parce qu'on n'aura plus de part de marché, il n'y aura pas de marché. Donc, en fait, c'est regarder en face vraiment où se trouvent nos intérêts communs et pour un monde vivable. Et donc, on a, par exemple, monté un consortium avec une quinzaine d'entreprises cosmétiques pour retirer complètement le plastique de certains de nos emballages. Alors ça ne va pas se faire en une minute, mais ce qui est génial, je trouve sympa, c'est que vous avez aussi toute la chaîne dans ce consortium. Vous avez des fabricants d'emballages, des fabricants de matières premières qui nous disaient « mais moi, Expansion, vous venez me voir, déjà vous êtes trop petit, mais en plus... le marché alimentaire est beaucoup plus important, vous n'avez pas assez de volume pour que je transforme toute mon usine. » Et donc, pour qu'on y arrive, il faut qu'on travaille sur des chaînes, il faut qu'on travaille ensemble, tout un secteur ensemble. Donc, je vous invite à regarder dans vos propres secteurs ce que vous pouvez faire. Parce que quand vous achetez du Mustela, c'est pas l'emballage que vous achetez, on s'en fiche. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, à la rigueur, qui compte. Donc, voilà, c'est vraiment savoir coopérer localement, avec des parties prenantes ou avec nos concurrents. Et ça, c'est vraiment pour moi un bon syndrome quand les gens me disent « Ah, j'ai réussi à monter ça avec mon concurrent ». Je dis « Ah là, ouais, on y est. On y est. Ça va être très long, mais au moins on a mis les premières bases pour aller vers un switch de modèle. » Merci pour ces deux apprentissages, donc savoir renoncer et savoir coopérer. Avant de prendre quelques questions du public, j'aimerais vous poser la question de vos cailloux. C'est quoi les petites difficultés auxquelles vous faites face en ce moment dans vos structures respectives? Alors, il n'y en a pas qu'un, mais... la grosse réflexion que j'ai en ce moment, justement, sur cette transition, c'est qu'on ne vient pas de naître. On ne crée pas une structure from scratch, comme beaucoup d'entre vous. On a un modèle économique qui est existant. Donc, comment j'articule le temps entre je renonce, si je renonce du jour au lendemain, je licencie des personnes. Donc, comment j'accompagne ce renoncement? Quelle échéance, déjà? Deuxièmement, comment je fais moins mal, c'est-à-dire comment j'améliore mon offre, mais je ne suis pas encore dans la régénération authentique, complète, c'est-à-dire que je ne répare pas à chaque fois que je vois un produit. Et comment je fais le pas de côté pour me réinventer et m'ancrer localement, trouver de la valeur à partager. Et donc ces trois temps-là, probablement, c'est les mêmes personnes. Je ne vais pas embaucher 100 personnes de plus pour faire la transition. Ce n'est pas souhaitable d'ailleurs. On embarque le collectif, je l'ai dit en premier point. Donc moi, mon point en ce moment et ma réflexion, c'est comment j'articule le temps passé des équipes à améliorer leur offre au cœur de leur métier. C'est déjà le cas avec la RSE depuis 16 ans chez nous. Et comment je prends ce pas de côté, j'expérimente sur des offres qui sont probablement aujourd'hui pas du tout rentables, donc je ne dois pas les regarder de la même manière, mais qui sont celles qui vont nous permettre de créer de la valeur demain pour les gens, pour mes salariés et pour l'environnement et le social. Et ça, cette articulation, elle n'est pas évidente. Et plus on attend pour préparer le lendemain, moins on a les moyens de le faire. C'est un peu un bateau avec la tempête, je le redis. Si j'anticipe, je construis un beau bateau bien agile, avec des petites équipes, je fais plein de petits bateaux, j'ai quelque chose qui ne voit pas la tempête qui arrive, et au dernier moment, je suis en train de boucher les trous et je n'ai pas le temps de construire, et je n'ai pas l'argent. Donc, vraiment, c'est cette articulation. Donc, ce qu'on va faire concrètement, on va tester pour lancer un Lab Impact par des gens en interne qui porteront des projets, mais complètement de régénération dès le départ. On ne sait pas ce que ça va donner, les KPI ne seront pas les mêmes, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Merci.
Ça fait 15 ans que je suis dans le secteur informatique et les deux questions qu'on nous pose qui correspondent aux attentes des générations futures au recrutement, c'est qu'est-ce que vous faites pour mon équilibre vie pro-vie perso? Autrement dit, est-ce que le télétravail est systématique? Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour la planète? Voilà. Donc, voilà, des attentes qui ont quand même clairement évolué, des fortes attentes. Donc, le risque de décevoir est important. Mon métier, c'est de la prestation de services informatiques. Donc, moi, mon gros caillou, c'est que je fais de la délégation de personnel. Hein. Donc, si une entreprise a besoin de 3 personnes en développement informatique, eh bien, ils vont passer 2-3 jours chez eux, puis 2 jours en télétravail, si la culture de l'entreprise est propice au télétravail. Donc, mon caillou, c'est d'être aligné entre ma politique interne et la politique de mes clients et essayer d'influencer avec plus ou moins de réussite. Et merci le Covid, parce que le Covid a permis quand même de dire que le télétravail, c'était possible, alors que pour plein de bonnes raisons, ça ne l'était pas, et on ne peut plus le dire maintenant. Et je vois aussi des nouvelles générations, si nous, on n'y arrive pas, eux prennent le créneau vis-à-vis d'un client. Et ça, on a de la chance parce qu'on est en pénurie de compétences, et que quelque part... il y a une forme de contre-pouvoir quand on sait que la ressource, on n'a pas envie de la voir partir, on est prêt à faire plus de sacrifices. Mais ça reste quand même un caillou entre, quand on est comme ça, on fait de la régie et du forfait, c'est comment je reste bien alignée entre ce que proposent mes clients et ce que moi, je promeus à l'embauche. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages très inspirants. J'ai oublié de vous parler de l'outil Klaxoon. Je ne sais pas si vous avez pu voir derrière la slide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter sur klaxoon.com ou alors à scanner directement avec votre portable QR code et poser vos questions. Je ne sais pas si on en a déjà. Comment engager ces parties prenantes? Quelle formation avez-vous lancée dans vos entreprises pour sensibiliser et engager vos collaborateurs? C'est partie du premier apprentissage pour ma part. Enfin, j'en ai parlé. Un gros programme de formation, fresque du climat, sensibilisation aux enjeux planétaires, notre programme, et après activation du rôle de chacun. Est-ce que chez Norcis... La question, c'est comment vous engagez les parties prenantes? Les parties et quelle prenantes... formation vous avez lancée dans les entreprises? D'accord. Alors, pour la partie prenante salariée, dans le parcours d'intégration... la direction, enfin le fondateur ainsi que moi-même, on passe une journée avec tous les collaborateurs de l'entreprise. Et donc quand on fait un peu un bilan d'étonnement, on est dit ah oui, donc ça veut dire que 10 jours dans l'année, votre métier c'est de passer une journée avec les nouveaux collaborateurs, donc ça peut paraître beaucoup, et en même temps, pour plein de bonnes raisons, pour être en proximité du terrain, pour partir des préoccupations des nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise. Parce que ce n'est pas une journée où on vient leur expliquer la vie, mais plutôt eux qui viennent nous expliquer la leur. Donc voilà, c'est une journée de formation qui permet d'engager les collaborateurs un peu plus dans l'entreprise et dans sa compréhension par rapport à tout ce qu'on fait. Et concernant les parties prenantes, des formations pour les clients, j'ai du mal à comprendre l'autre partie de la question en fait. Mais on ne donne pas la parole au public. Non, c'était comment engager les parties prenantes. Et après une deuxième question, quelle formation dans les entreprises? Alors dans le modèle perma-entreprise, et donc un des concepts clés en fait, c'est la notion d'agencement. Agencement des parties prenantes. Dans beaucoup de certifications, on va vous évaluer par partie prenante. Donc vous aurez telle note par rapport à ce que vous faites pour les salariés, telle note par rapport aux clients. Ce qu'apporte ce modèle de perma-entreprise, c'est qu'on va plutôt formuler votre stratégie par enjeu. Et sur la base de ces enjeux, on va mélanger les parties prenantes pour qu'elles travaillent ensemble. Donc on est vraiment sur un décloisonnement. Donc, je donne un exemple pour que ça soit plus concret. On a un de nos enjeux qui est de se préoccuper de la régénération de nos collaborateurs. Alors,
de prime abord, on pourrait se dire ça concerne les collaborateurs. Non. Vu qu'ils sont chez des clients, on va impliquer les clients. Voire plus largement, vu qu'ils ont une famille, pourquoi ne pas impliquer un ou deux conjoints pour brainstormer sur ce projet. Voilà. Et on va plutôt fonctionner comme ça. Donc, j'appelle pas forcément ça des formations, mais plutôt voilà, l'agencement de parties prenantes. Je rajoute juste un petit élément. En fait, oui, la sensibilisation, c'est clé, mais c'est aussi un changement culturel en fait, qu'il faut impulser dans l'entreprise. Et quand on parle de régénératif, effectivement, il y a les écosystèmes, mais il y a aussi en fait le volet interne. Et donc, en fait, il y a une transformation aussi organisationnelle à opérer au niveau de l'entreprise, notamment sur les questions de gouvernance. On a parlé effectivement aussi, donc remettre en cause le purpose, la mission, intégrer en tout cas le volet prendre soin de la planète et puis aussi prendre soin des territoires, des communautés. Donc élargir sur la mission et la raison d'être. Et aussi, effectivement, la gouvernance partagée, c'est clé parce que les nouvelles générations aussi veulent aussi un niveau d'implication et il y a en fait un changement à opérer aussi sur la culture de l'entreprise. Donc c'est un changement organisationnel important à mettre en place. Donc bien sûr, tout à l'heure, ce qui a été dit, ça veut dire opérer beaucoup de chantiers en parallèle. C'est toute la complexité de ces transformations, mais effectivement, c'est indispensable. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question assez rapidement. La première, du coup, qui est remontée. Dans une économie basée sur la croissance économique, comment réussissez-vous à mobiliser les parties prenantes à faire moins, à être plus sobre? Donc, faire moins alors que la logique reste la croissance économique. Ça, elle est compliquée, cette question, forcément. C'est pas parfait, mais c'est typiquement travailler avec ses fournisseurs pour partager sa vision, si besoin faire aussi des fresques et de la sensibilisation, et dire ensemble comment on peut, je reviens sur la coopération un peu en boucle, mais ensemble comment on peut faire différemment. Donc peut-être moins de plastique, moins, alors demain peut-être pas, mais et puis c'est donner des objectifs avec commerciaux plus sur de la valeur que du volume. Après, ça peut être discutable, c'est commencer vraiment à switcher les cultures et les mentalités. Après, la croissance volumique est un vaste débat. On essaie de s'en séparer, c'est pas toujours simple. La croissance en valeur est autre chose. Mais c'est des nouvelles boussoles qui ne se font pas en une journée, ça c'est certain. C'est compliqué. Si on prend le sujet de la planète, l'environnement, en 2007, nous, on avait créé l'étiquette environnementale de nos propositions commerciales. Et donc, pour essayer d'influencer et de sensibiliser nos clients, voilà, on se disait, vous nous demandez de réaliser tel projet informatique, voilà, en hectares forêt, à quoi ça correspond. Si on y met un peu de télétravail, voyez, ça baisse. Voilà, on était vraiment sur une action de sensibilisation et d'influence. Alors, en 2007, il se trouve qu'on était un petit peu en avance, donc en totale transparence, on a eu très peu d'écoute par rapport à ce sujet-là, mais voilà. Voilà, c'est un exemple concret de ce qu'on a mis en place sur le volet environnement. Alors, je complète juste. Alors, à la CEC, on a fait des électrochocs. Donc, on leur a carrément dit continuer sur un modèle volumique, c'est la mort assurée. Donc, en fait, il y a aussi un changement à opérer. Donc, sortir de cette logique volumique, ça veut dire effectivement aller sur une logique servicielle. Et donc, ça pose le sujet aussi de l'économie circulaire, de la propriété, notamment, effectivement, lorsqu'on vend des biens, des services, il y a aussi toutes ces questions de fond. Et en fait, le gros sujet, c'est croissance de quoi? Donc, et on n'est plus sur un modèle où on cherche la prospérité. Et donc, la prospérité, c'est tout à l'heure, Mathilde disait, il y a effectivement cette histoire de redistribution, du partage de la valeur, donc le partage de la valeur créée auprès en tout cas d'un écosystème élargi. Donc c'est en fait des sujets de fond qui sont à repositionner aussi au niveau des parties prenantes. Merci beaucoup à toutes les trois. Je pense qu'on peut vous applaudir pour ces beaux témoignages. Merci.